immédiat, présence d'une signalétique entre 2 et 10 km, présence d'une signalétique à une distance au-delà de 30 km. Voilà, donc ces données-là, on peut aller les chercher soit par la connaissance de l'équipe de gestion, soit inscrit dans un carnet de suivi de la réserve. Et de la même manière, on va avoir dans cette grille de lecture la définition de tous les indicateurs avec des propositions de seuil. Jusque-là, oui, une question ? Le carnet de suivi de la réserve, c'est le carnet quotidien. Ça dépend comment fonctionne l'équipe de gestion, mais il se peut que le conservateur et son équipe aient un carnet de bord, un document sur lequel sont écrits tous les éléments qui se passent quotidiennement, ou enfin des éléments repères. Ça, c'est en fonction de la façon dont fonctionnent les équipes. Si ce n'est pas dans le carnet de bord, enfin dans le carnet de suivi, ces données factuelles, elles peuvent se retrouver dans les rapports d'activité annuels. Il y a dans les bases de données que vous gérez. Enfin voilà. Disons que ça part juste du constat qu'en fait, l'ensemble de ces indicateurs, enfin je pense Natacha, tu y reviendras plus tard, mais la plupart en fait sont, entre guillemets, on peut y répondre directement avec les infos qu'on a déjà au niveau des réserves. Donc après c'est rangé ou stocké dans différents endroits selon l'organisation de la réserve, mais on est déjà en capacité de répondre à 70 à 80%, je crois, des indicateurs de par les données qu'on a dans la réserve. Pour répondre à votre question, donc nous sur la réserve de la Comble-Lavaux, Jean Roland, on a un carnet de bord. Donc le carnet de bord s'appelle le bilan journalier. C'est nos financeurs qui nous le demandent, le FEDER, que l'on remplit pour chaque tâche que l'on mène. Donc à chaque opération de gestion, on associe des tâches que l'on mène au quotidien. Voilà. Sur l'indicateur signalétique, c'est que la signalétique entre guillemets touristique de fléchage d'accès, ou c'est aussi la signalétique réglementaire de délimitation qui est prise en compte? Sur le territoire francilien, c'était les deux qui étaient pris en compte, avec bien entendu, plus l'éloignement est fort du territoire en réserve, plus on bascule d'une signalétique de situation du lieu à une signalétique réglementaire. Mais effectivement, ça comprend les deux. On continue ? Alors, une partie qui est un point clé aussi de ce genre d'approche sur la gestion du facteur humain, des visions des uns et des autres, c'est identifier les types d'acteurs que l'on a autour de soi et surtout que l'on va aller associer à ce travail de diagnostic d'ancrage de la réserve. Donc pour ça, on s'est appuyé sur la thèse de Clara, que nous avons simplifié dans le cadre de la méthode francilienne. Clara a identifié tout un panel d'acteurs qui est très riche, intéressant et que l'on a gardé dans les documents franciliens pour le cas de ceux qui souhaitent vraiment approfondir leur diagnostic et que nous avons simplifié pour le cas des personnes qui souhaitent vraiment aller à l'essentiel et rapidement. Donc, dans la méthode francilienne, nous avons identifié trois cercles d'acteurs. Le gestionnaire de la réserve, ça intègre bien entendu le conservateur, son directeur s'il y en a un, son équipe de gestion, le gestionnaire structure gestionnaire qui porte l'équipe de gestion. Le deuxième cercle, c'est plutôt les élus, les partenaires locaux, les usagers, les habitants. Le troisième cercle se situe, lui, plutôt à l'échelle partenaire, échelle régionale, donc un peu plus vaste sur le territoire. Et nous avons repris aussi le travail de Clara Terville sur la notion de profil de perception. Clara a identifié en gros 4 profils de perception. Vous saurez à la lecture de ces profils comment vous percevez dans ces profils-là. Un profil qu'elle a appelé contraint. Les personnes perçoivent davantage d'inconvénients que d'avantages à la réserve naturelle.
Ils mettent en avant dans leur discours les contraintes financières réglementaires. Donc ça, c'est le profil que Clara Terville a appelé les profils contraints. Classiquement, c'est les opposants à la réserve qu'on retrouve dans ce type de profil. Les profils territoriaux, donc les personnes qui ont une position un peu neutre, passive, qui ne s'expriment pas fortement ni côté avantage de la réserve, ni côté inconvénient, ou alors qui s'expriment selon une problématique particulière, tantôt d'un côté plus d'avantages, tantôt de l'autre plus d'inconvénients. Les environnementaux sont les personnes qui sont vraiment convaincues par le projet de la réserve, qui le défendent, qui le portent, qui ont une vision peut-être, selon Clara Terville, très centrée sur la réserve, la protection de la nature, qui ont un peu des difficultés à ouvrir leur champ de vision à ce qui se passe sur le territoire. Et puis ce que Clara appelait les profils fédérés, donc les personnes qui intègrent les deux niveaux présentés précédemment, territoriaux, environnementaux, donc qui adhèrent à la fois au projet de la réserve tout en voyant qu'elle présente des contraintes pour le développement local et qui cherchent les compromis et la conciliation. Donc ça nous a servi de base dans le projet francilien pour mener le diagnostic d'ancrage. Vous avez des réactions par rapport à ça? On défile. Voilà, alors un élément de préparation de l'étude, c'est bien entendu qui va faire quoi, qui prépare quoi, qui coordonne, qui finance, qui restitue, des éléments de budget, des éléments de pilotage en termes de moyens humains et financiers. Ça va aussi conditionner la dimension de l'étude, le nombre d'enquêtes qu'on va pouvoir mener, le nombre de personnes que nous allons pouvoir auditionner. Voilà, ça va conditionner beaucoup de choses, donc c'est important d'y consacrer du temps. Comme nous l'évoquions déjà, c'est important d'impliquer les parties dès le démarrage et avant le démarrage de l'étude pour vraiment s'entendre sur le formatage de l'étude, identifier ensemble les acteurs clés, transmettre les informations aux différentes étapes du projet, participer aux enquêtes, aux réunions qui vont se tenir tout au long du projet. Et puis sur quoi communiquer, quand, comment, auprès de qui. Donc voilà. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite bulle, un petit bonhomme et une petite bulle qui indique à quel endroit vous allez pouvoir trouver, plus dans le détail qu'ici, les éléments en la matière. Donc ce qui est fortement conseillé à partir de la méthode francilienne et ce que nous avons appliqué en Île-de-France, c'est de faire appel à un prestataire pour toute la partie enquête, puisque le prestataire a une position neutre sur le territoire et qu'il maîtrise les techniques d'entretien. Pour celles et ceux qui étaient à l'atelier Valeurs ajoutées ce matin, nous avons parlé énormément avec le CEREMA de la technique de l'entretien compréhensif. C'est vraiment une technique particulière qui demande de la maîtrise, des habitudes de pratique, et ce sur quoi s'appuyait beaucoup Clara Terville d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un conseil. Donc la partie 2, réaliser le diagnostic. Donc pour ça, on démarre par élaborer le cadre d'analyse, rassembler les données et renseigner les indicateurs, analyser. Donc le cadre d'analyse, il y a tout un panel d'outils qui a été élaboré avec les franciliens. Et l'idée, c'est de voir si ces outils vous conviennent au contexte de la réserve, s'il y a besoin de les adapter. Et auquel cas, l'essentiel, c'est de faire ce travail d'adaptation avant de démarrer l'étude, avec l'idée que cette étude, elle a un intérêt si elle peut être reproduite à un instant intéressant de la trajectoire de vie de la réserve. Ça peut être au moment de l'évaluation du plan de gestion. Enfin voilà. L'essentiel, c'est de se dire, voilà, mon pool d'indicateurs que je vais utiliser là, je le rends robuste pour mon contexte territorial de réserve, de manière à pouvoir reproduire les enquêtes à N plus 3, 4, 5. Voilà. Donc la grille de lecture, on a eu un échantillon tout à l'heure. Donc c'est toute la définition des indicateurs avec chacun leur seuil de représentation. Une grille d'analyse, donc l'idée c'est d'avoir la possibilité de noter les résultats de chaque indicateur répertorié,
que ce soit les indicateurs factuels ou de ressenti, les indicateurs que l'on trouve dans les rapports, les carnets journaliers, voilà, les indicateurs factuels ou de ressenti qui viennent des enquêtes. Donc voilà, la grille d'analyse, elle va capitaliser tous ces éléments qu'on aura collectés au fil de l'étude. Donc acteur par acteur, personne par personne, puisque chaque acteur est représenté par une personne qui a sa propre sensibilité. Des modèles de questionnaires pour rassurer celles et ceux qui ont envie de se lancer, qui ont besoin de modèles, sachant que dans les techniques d'entretien compréhensif, la part belle est faite au questionnement de façon très neutre, sans prise de position, sans jugement de valeur. Mais voilà, il y a avec la méthode francilienne des modèles de questionnaires, avec la méthode, le travail de Clara Terville, des modèles de questionnaires et de grilles d'entretien pour celles et ceux qui souhaitent voir un petit peu quels sont les types de questions qui sont traitées. Donc, et puis nous allons voir avec Anne la partie arborescence du plan de gestion, le lien avec le plan de gestion. Alors, rassembler les données, comme vous l'avez entendu, il y a des données de deux types, factuelles et de perception. Donc, pour les différents indicateurs d'appropriation, ce qu'on appelle les données sous la main finalement, hein, et puis les données de perception qui, elles, relèvent d'enquête. Comme le disait Julie Bertrand tout à l'heure, 70% des données, en tout cas dans le contexte francilien, avec le pool de données que nous avons identifié pour les franciliens, 70% de ces indicateurs sont des données sous la main, qu'on a déjà soit dans nos rapports, etc. Et seulement 30% nécessitent une enquête. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'enquête, parce que là, du coup, on biaise complètement le diagnostic d'ancrage. C'est une tendance, c'est un piège très facile, on l'a vécu en Île-de-France. Voilà, c'est essentiel de pouvoir mener ces enquêtes auprès des acteurs locaux pour vraiment objectiver leurs ressentis et ne pas se mettre à la place d'eux en disant je pense que, un tel pense que. Ça va très vite, hein, ce biais-là, on part très vite dedans. Donc même si ça ne représente que 30% des données d'indicateurs, surtout, c'est une étape essentielle. Donc voilà ce que donne toujours un extrait, un exemple de grille d'analyse. Donc on a enlevé les noms, les structures des personnes qui sont là, mais c'est issu d'entretiens menés en Île-de-France. Donc voilà, par exemple, sur un élément de connaissance, la connaissance des points d'accès. Donc on a utilisé nos 5 seuils de perception qu'on a visualisés ici par des codes couleurs. Et puis quand il y a plusieurs acteurs qui réagissent sur un indicateur, il y a des moyennes qui sont faites puisqu'on a donné une valeur à chaque seuil. N'hésitez pas à réagir, à interagir. Donc la partie analyse, l'idée c'est de combiner ces résultats à la fois de collecte de données factuelles et de collecte de données de perception par les enquêtes dans une grille d'analyse globale pour commencer à identifier les tendances. Là, on voit par exemple que donc on a fusionné, synthétisé tous les indicateurs qui relèvent par exemple de l'intérêt et en leur attribuant un coefficient, on obtient des codes qui visuellement sont très parlants. Là, par exemple, sur une des réserves, nous avons un intérêt local exprimé très fort. Tous les voyants sont au vert quasiment pour l'ensemble des acteurs. En termes d'intégration locale, voilà, une intégration locale inégale. Il y a des couleurs vraiment différentes entre une très bonne intégration et des problèmes identifiés par certains acteurs. Intégration des usages, tout est dans le rouge, donc warning, un point d'attention, de vigilance. Voilà, vous voyez un petit peu la façon dont on a mouliné, combiné les résultats des indicateurs et qu'on les a agglomérés dans cette grille d'analyse globale. Oui. On me précise qu'il est intéressant qu'on se lève chaque fois pour prendre la parole à cause de la vidéo.
Moi, j'ai juste une petite interrogation sur, en fait, sur la dia précédent, les moyennes sur des grands tableaux comme ça. Je suppose que vous y avez réfléchi, mais ça peut induire des biais ou des informations erronées. Donc, quelle est votre analyse par rapport à ce point-là? Effectivement, ça a été un point constaté dans l'étude francilienne et un facteur important pour lisser au maximum ce genre de biais, c'est l'échantillonnage d'enquête. Plus l'échantillon d'enquête est important, moins il y a de biais. Et notamment, ce que nous avons conseillé aux gestionnaires franciliens, c'est pour celles et ceux qui ont un panel d'enquêtés avec des réponses insuffisantes sur certains indicateurs, plutôt que de faire une moyenne sur 2, 3, 4 réponses qui va induire un biais, nous les invitons à mettre non connu. Voilà. Il y a vraiment un nombre de réponses qui est suffisamment représentatif pour se dire on peut se permettre de faire une moyenne ou pas. Oui, on a identifié effectivement pour chacune des trois catégories d'acteurs, gestionnaires, le deuxième cercle, usagers, habitants locaux et élus, et puis le troisième cercle. Nous avons identifié que pour que le diagnostic soit suffisamment solide, il fallait partir sur en tout cas un minimum de 15 à 20 personnes enquêtées, mais c'est vraiment un minimum. Donc soit on peut partir sur ce minimum, soit le diagnostic ne sera pas représentatif. Voilà. Là, ce qui a été fait pour l'étude francilienne, ça a été, je crois, une vingtaine de personnes en tout pour chaque étude. C'est ça, Nadia. Et ça a mis en exergue quand même un diagnostic qui n'était pas forcément complètement consolidé. Donc nous, on encourage vraiment ce seuil minimum de 15-20 pour l'ensemble, mais en sachant que c'est vraiment, selon nous, pas très robuste. Si je peux compléter, c'est là où il ne faut pas rogner au niveau financier, parce que ça a un coût. Plus vous augmentez le nombre d'acteurs, plus il y a le nombre d'entretiens. Et c'est vrai que nous, malheureusement, comme on s'est lancé dans l'expérimentation, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait initialement en termes de nombre d'acteurs auditionnés. On a dû faire des choix pour pouvoir justement rentrer dans notre budget. Et c'est là, par rapport à la première analyse que vous avez à faire sur vos réserves, bien cerner justement le nombre d'acteurs et leur profil, avant de monter votre projet, pour ne pas être frustré après et je dirais perte en qualité derrière de l'étude. Pascal Provost de la réserve des Sept-Îles, un archipel en Bretagne Nord. Un témoignage et puis un avis aussi. Donc, je vous rejoins vraiment sur le côté neutre pour le coup de l'étude. Nous, on a eu la chance d'avoir une collaboration avec Clara et puis Raphaël Madvé, des gens avec qui vous avez travaillé, j'imagine. Également Amélie Lescroel. Donc, une vraie collaboration scientifique. Et le travail a été fait dans le cadre d'un stage de Master 2. Donc le coût, il est de 3 000 €, stage de 6 mois. Donc elle était en convention de stage avec le gestionnaire, en l'occurrence la LPO. Mais dès le début, on lui a bien dit, tu fais le travail en collaboration avec les chercheurs. Donc c'est vraiment l'affichage qu'elle avait dès le début, de manière à se détacher un peu du contexte réserve. Donc on a fait ce travail-là sur 33 acteurs socio-économiques. Donc des élus, des usagers de la mer, etc. Un travail qui a été fait juste avant la rédaction, au moment de la rédaction du plan de gestion décennal 2015-2024. Et parmi les différents stagiaires finalement que l'on a ces dernières années, c'est vraiment un stage qui a été tout à fait déterminant
pour établir les liens entre la réserve et son territoire. Tous les éléments conclusifs ont été intégrés dans la nouvelle feuille de route, véritablement dans le plan de gestion. On les a entendus, enfin vraiment écoutés et entendus, et pour le coup, leur avis vraiment ont compté. Et c'est quelque chose après qu'on a ressenti dans les liens conservatoires, élus, etc. Enfin voilà, c'était quelque chose d'important. Ce que je voulais dire, c'est un travail qu'on va refaire dans le cadre de l'évaluation du plan de gestion, donc avec le même travail d'enquête, et je pense qu'on reprendra un stage de Master 2. Alors ça peut paraître facile entre guillemets, enfin nous vraiment les masters on les considère limite comme des CDD, bon c'est certes pas cher entre guillemets, mais c'est un travail de fond et qu'on souhaite une personne que l'on souhaite avoir auprès de nous, et en même temps des masters, un vrai recrutement avec des gens qui tiennent la route et toujours la collaboration scientifique. Je crois que j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire, voilà. Donc voilà, en tout cas je voulais témoigner de l'importance de ce travail pour les AMP, enfin les réserves en général. Est-ce que vous arriverez, parce que justement avoir un retour d'expérience sur quelqu'un qui a déjà mis en application une méthode comme ça avec un peu plus de recul du fait des réserves franciliennes, ça semble intéressant. Est-ce que vous arrivez déjà à voir dans le cadre de votre plan de gestion les effets d'avoir intégré cette méthode d'ancrage et de relation avec les acteurs par rapport à si ça n'avait pas été fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez déjà à mesurer? Si oui, comment? Et comment vous mesurez d'emblée les bénéfices de cet ancrage dans le territoire et d'en avoir pris conscience et d'avoir intégré tous les acteurs dans le cadre de votre plan de gestion? Alors c'est pas évident de répondre à cette question. Donc il y a eu un travail colossal effectué par d'autres personnes avant que j'arrive. La conjoncture faisait que les élus n'étaient pas les mêmes, les dirigeants du conservatoire du littoral n'étaient pas les mêmes, etc. Enfin bref, il y a eu du sang neuf, mais de réelles tensions lorsque je suis arrivé en poste en 2012, vraiment qui était assez manifeste et qui nous interdisait d'aller vraiment d'établir des liens et des actions étroites avec certains usagers. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et donc il y a eu ce travail, donc d'enregistrement parfois jusqu'à 3 heures de restitution, etc. Voilà, c'est des éléments qu'on garde avec nous, et d'ailleurs c'est des éléments tout à fait intéressants à ne pas diffuser tout ça. Et donc maintenant, comment on le traduit, comment on le ressent sur le terrain? C'est presque au quotidien, j'allais le dire, parce que on a, comme je vous disais, repris les éléments dans le plan de gestion. Donc ça comprend la diffusion de l'information sur le territoire, sur Internet. On fait des conférences grand public de manière à restituer tout ce qui se passe. Ça, c'était leur volonté. On a un projet avec la mairie d'ouvrir le bâti, le fort, la caserne, etc., qui se situe sur l'île où peuvent débarquer les gens. Donc ça, c'est un projet qu'on a mené avec la mairie. Voilà, il y a du concret, et les usagers, pour le coup, sont toujours en demande, et dans le comité de la réserve, chaque année, nous demandent où est-ce que nous en sommes, etc. Donc maintenant, ils sont, on sent qu'ils sont acteurs, un peu plus acteurs au sein de la réserve. Voilà. Mais c'est pas évident de répondre à ça. En tout cas, on fera l'évaluation à nouveau pour ça. Juste une dernière question, et est-ce que les... Non, mais ça me reviendra. Vas-y. Non. Ouais, j'avais une question pour Nadia. Alors, c'était sur les coûts, donc. Sur la chaise, ouais, moi je suis grande déjà. Non, j'avais une question à Nadia, donc ça m'a intéressé l'expérience des 7 îles avec le stage. Mais je voudrais savoir, dans le cas d'un prestataire donc, qui a fait 2 enquêtes, enfin pour deux réserves, de 15 à 20 personnes, combien ça vous avait coûté? Alors, je vais faire rewind pour juste te donner d'autres éléments d'info. Initialement, il y avait un rapport, on a demandé un diagnostic sur l'ensemble du réseau. Sur les 15 réserves, il y a eu l'audition des conservateurs aux représentants sur les 15 réserves, pour qu'on puisse avoir déjà
un peu un ressenti, une perception déjà des conservateurs par rapport à leurs réserves. Et c'est après ça qu'on a choisi deux réserves, une RNR, une RNN, qui plus est se font face sur un même territoire, donc c'était très intéressant, séparé par la Seine. Et là, on a lancé justement avec la méthodo le panel d'acteurs plus diversifié sur ces deux sites. Alors, je rappelle que c'est un partenariat avec RNF dans le cadre d'un plus gros partenariat qu'on a avec RNF depuis 2008. Et c'est dans ce partenariat que s'est inscrit ce projet-là. Donc, il faut prendre en compte et la prestation du bureau d'études, mais aussi le temps passé par RNF, qui est très important, pour accompagner, pour cadrer, et pour à la fin nous aider à, à mieux communiquer justement les résultats. Parce qu'un bureau d'études, ce bureau d'études Actéon, c'était Actéon et Biotope, pour eux c'était nouveau aussi, cette manière de faire, même s'ils avaient déjà un savoir-faire en termes d'entretien auprès d'acteurs locaux, ils n'étaient pas rentrés. Il a fallu qu'ils rentrent dans la méthode de Clara, qu'ils la digèrent, avant de pouvoir justement mener à bien cette analyse. Pour répondre donc à ta question, la prestation uniquement du bureau d'études, qui était au départ évaluée autour de 20 000 euros, et en fait a été plutôt de 28 000 euros. Voilà, ça c'est la presta bureau d'études, avec la méthode. Mais il faut rajouter derrière tout le temps passé depuis 2015 par Natacha au niveau de l'accompagnement RNF et du COPIL, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y avait un comité de pilotage composé donc des commanditaires, donc la région et la DRIE, mais aussi des gestionnaires. Il y avait plusieurs gestionnaires qui étaient présents dans ce COPIL. Donc il y a aussi du temps passé avec l'ensemble de ce COPIL pour mener à bien, la co-construction de cette méthodologie. Donc comme on défriche, si tu veux, nous de notre côté, tu ne peux pas trop te baser sur ce temps passé-là. Maintenant, c'est avec cette méthode qu'on a sortie, si tu veux, ça va vous faciliter les choses, faciliter aussi la commande auprès d'un nouveau prestataire. Je vous propose peut-être, j'ai identifié trois questions. Après, on laisse finir Natacha. Peut-être avoir un témoignage de Nolwenn, du coup, qui a vécu donc la mise en pratique de ce diagnostic sur une réserve francilienne. Et ensuite, on a encore un petit temps d'échange avant la pause. Oui, Adrien Schferrer de la ville de Strasbourg. Je me posais la question là par rapport à la grille d'analyse et puis du coup ça rebondit sur ce qui vient d'être dit, sur le fait qu'il y avait deux réserves qui étaient séparées juste par la Seine. Nous à Strasbourg on a deux réserves qui sont séparées juste par le Rhin justement et qui n'ont pas été classées en même temps, ces deux réserves naturelles nationales, une en 97, une en 2012, donc avec une gestion qui est plus ou moins évoluée. Et on se posait la question, notamment sur les grilles d'analyse, est-ce qu'on pourrait faire une étude commune sur les deux réserves? Et comment est-ce que du coup on peut analyser ça en sachant qu'il y a des acteurs communs aux deux réserves et certains acteurs qui sont spécifiques à chaque réserve? Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais en gros c'est de mutualiser en fait une étude pour les deux réserves qui sont gérées par la ville. C'est vrai que l'idée de la préparation, la phase préalable de préparation, c'est de bien s'entendre avec les parties prenantes sur qu'est-ce qu'on cherche à mettre en valeur, qu'est-ce qu'on cherche à caractériser. Si l'idée c'est de caractériser, de faire une comparaison entre l'intégration territoriale d'une réserve par rapport à l'autre sur un même territoire, mais juste séparé par un front de fleuve. Là, on a pris l'option de faire deux études séparées avec, dans chaque étude, une phase de synthèse au regard des résultats qui ont été apportés par l'autre étude. Les deux études ont été menées conjointement dans le même laps de temps et c'est ça qui fait la richesse. Chacune va apporter son regard, sa typicité territoriale et avec les acteurs en interaction avec la réserve. On se rend compte que ça a beau être sur le même territoire, les interactions sont différentes, parfois entre mêmes acteurs et parfois entre acteurs différents, selon que le gestionnaire est de tel statut ou de tel autre. Donc le choix a été fait de faire deux études distinctes, mais en parallèle, dans le même laps de temps, de manière à pouvoir converger dans la phase d'analyse et de conclusion.
Et peut-être juste en complément, ça fait le lien aussi sur le futur du coup par rapport à cette étude. Hein. L'idée dans le futur, c'est justement de tester, de consolider cette méthode sur d'autres réserves, et des propositions telles qui viennent d'être faites peuvent aussi être testées. Parce que là, voilà, le modèle a été testé uniquement sur les réserves franciliennes. Il y a d'autres modèles, d'autres typologies de réserves en France. Et enfin, on en reparlera en conclusion, mais l'idée c'est que avec les gestionnaires motivés, on puisse tester cette méthode sur d'autres réserves avec vos contextes à chacun. Hugues Détouche, LPO, réserve naturelle de Saint-Denis-du-Péret. Je voudrais revenir sur l'étude francilienne. C'est un sujet qui est passionnant, c'est l'histoire d'ancrage. Puisqu'il y a plusieurs sites qui ont été analysés, sur les 16 c'est ça, hein 15 réserves, ok. La 16e a été créée pendant le travail d'étude. J'imagine avec une pluralité de gestionnaires. Donc est-ce que vous avez fait une petite analyse sur cet ancrage, ce côté rouge-vert, en fonction des gestionnaires, associatifs, collectivités? Est-ce que vous avez fait une approche d'ancrage en fonction de l'ancienneté de la réserve naturelle, réserve nouvelle ou réserve ancienne? Est-ce que vous avez fait un bilan sur l'ancrage? Alors peut-être que ça va venir après, hein. L'ancrage territorial et l'état de conservation de la réserve. Une réserve peut être magnifiquement bien ancrée, mais son état de dégradation, justement un peu victime de son succès, l'état de conservation peut être pas très favorable, ou l'inverse, une réserve qui se tient très bien, mais qui est très mal ancrée sur le plan du territoire. Et puis enfin, est-ce que l'analyse des différents partenaires, les 3 niveaux, est-ce que vous avez fait ces différents voyants en fonction du degré d'implication de chaque gestionnaire? Plus on est éloigné, plus on aime la réserve, enfin, et plus on est impliqué, plus moins on l'aime. Attends, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses. En fait, notre question, elle complète celle de Hugues, donc franc-coron de Haute-Savoie. Debout. Les réserves, tout à l'heure, tu as présenté les 16 réserves d'Île-de-France en disant que vous aviez 18 500 visiteurs par an, en tout, sur les 16 réserves. Oui. Ça paraît impossible. Oui, mais si, c'est entre le scolaire et le grand public sur les sorties organisées sur les réserves. Ah, mais elles sont ouvertes au public ou pas? Oui. Donc, en fait, ça, c'est en dehors. On n'a pas d'éco-compteur, si tu veux, sur nos sites en termes de visiteurs. Là, c'est vraiment sur les... Je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment les visites organisées, les animations, les visites grand public et scolaires. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Je vais répondre... En fait, je vais te dire oui, mon capitaine, à tout ce que tu as dit. Parce qu'en fait, nous, l'objectif de notre démarche, c'était vraiment d'objectiver les ressentis. Moi, je connais bien mes gestionnaires. Alors, pour vous donner le panel de gestionnaires qu'on a en Île-de-France, on a collectivité, on a PNR et collectivité en cogestion, on a association et syndicats en cogestion, on a comité d'agglo. Enfin, voilà, on a une diversité de gestionnaires, avec tous n'ont pas la casquette conservateur, spécialiste, ornitho ou botaniste en Île-de-France. Loin de là. On n'a pas que des naturalistes purs et durs qui pilotent nos réserves. Voilà, ça il faut le savoir. Et on a vraiment des profils complètement différents en fait au sein des réserves, avec des accompagnements quand il n'y a pas la compétence directe dans la structure avec d'autres spécialistes. Je vois que tu fronces les sourcils, mais bon, voilà, à un moment donné, on a eu des bureaux d'études qui nous ont aidés justement à monter en compétences sur certaines réserves. Par rapport à la question initiale, on a justement balayé tout ça. Le fait de la proximité de la réserve, le fait le nombre de TP aussi par réserve aussi. Hein, ça influe aussi sur le ressenti, sur le fait est-ce qu'on est en capacité ou pas d'être à l'écoute des acteurs. Enfin, quand on est tout seul, on ne va pas souvent sur le terrain. Quand on est loin, on est à Paris. Quand le siège est à Paris et qu'il faut aller sur le terrain, sur la réserve, on ne peut pas se mobiliser autant qu'on le voudrait quand on est gestionnaire à côté de la réserve. Donc on a ces contraintes-là aussi en termes de suivi de réserve qui ont été pris en compte en fait dans le panel de questions qui ont été mises auprès des conservateurs. Donc c'était important pour nous de savoir comment étaient ressenties ces notions d'appropriation et d'intégration déjà par les gestionnaires, pour savoir où est-ce qu'ils se situaient, eux, par rapport à l'effort à fournir après
par rapport à cette notion d'ancrage derrière. Et comment est-ce qu'ils se sentaient aussi à l'aise avec ces notions-là, et comment ils menaient, eux, leur relation avec justement leurs acteurs locaux. Voilà, qu'on avait besoin d'avoir justement une vision globale sur l'ensemble du réseau. Oui, donc bonjour, Christophe Morel, LPO Tarn et gestionnaire d'une réserve naturelle régionale dans le sud de la France. Alors effectivement, moi, je rebondis sur l'intervention qu'il y a eu sur les CETIL, parce qu'effectivement, on a eu recours également à un Master 2, qui est notamment dans tout ce qui est gestion sociale de l'environnement et valorisation des ressources territoriales, où en 2009, dans le cadre de l'atelier du Master, on a confié en fait un travail d'évaluation, parce qu'on allait attaquer la rédaction du plan de gestion, et dont la thématique, c'était un petit peu la place de la réserve naturelle régionale dans le contexte socio-économique local. C'était un petit peu le sujet de l'atelier. Alors, les résultats de l'enquête ne sont peut-être pas entachés d'un certain nombre de biais, mais par contre, effectivement, un petit peu le panel de gens qui ont été questionnés, ce sont les gens qui fréquentent l'espace, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que cette réserve naturelle régionale jouxte une base de loisirs qui est extrêmement fréquentée. Donc, des gens ont été, je veux dire, du public a été auditionné. On a auditionné des gens dans les villages alentours pour voir effectivement déjà la perception qu'ils avaient, pourquoi ils venaient sur cette base de loisirs, si la réserve naturelle à côté était un plus ou pas, ou si déjà ils la connaissaient tout en venant sur le site. Les partenaires ont été auditionnés également, les services de l'État. Alors ça a fait à peu près 30 à 35 personnes auditionnées. L'analyse, je pense qu'elle est entachée de biais, mais par contre ça nous a pas mal éclairé sur des éléments qu'on risquait d'oublier ou de ne pas forcément traiter dans la rédaction du plan de gestion. Donc le plan de gestion n'est pas encore validé parce qu'il va passer en CSRPN d'ici la fin de l'année. Donc ça va se poursuivre, mais d'ores et déjà, on a effectivement, comme pour les CETIL, imaginé de reconduire l'enquête dans le cadre de l'évaluation du plan de gestion. Alors peut-être que cette enquête, du coup, ne sera pas tout à fait menée de la même manière que ce qu'on a fait en 2009, mais je pense qu'effectivement, la démarche est très très intéressante. Et ce que vous avez fait, ça sera peut-être probablement une manière aussi d'améliorer, d'intégrer et d'aller plus loin dans la démarche. Mais effectivement, c'est une excellente manière aussi pour se repositionner par rapport à l'extérieur. Parce que comme c'est un petit peu indiqué dans la méthode, on peut faire partie de ces gens qui sont complètement impliqués dans la réserve, mais on regarde parfois les aspects que par, je dirais, un prisme, sans avoir le regard suffisamment horizontal qu'il est nécessaire d'avoir. Parce que si on ne l'a pas, on est parfois aussi acteur de problèmes qu'on a à gérer. Et parfois, on n'en est même pas conscient. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci. Je pense du coup qu'il sera dans tous les cas intéressant, là, avec les quelques mains qui se sont levées de personnes qui ont déjà testé ces méthodologies propres sur leur territoire, peut-être qu'à un moment donné, ce soit croisé avec la méthode Île-de-France, aussi dans ce cas de test et d'appropriation par chaque réserve. Je suis désolée, on n'a plus beaucoup de temps, comme d'habitude. Je propose juste que Natacha finisse sa présentation, puis donner la parole à Nolwenn, donc pour avoir un témoignage sur une réserve d'Île-de-France. Si aussi Michel Louis veut faire quelques mots par rapport à la méthode, mais vraiment quelques mots parce qu'on est un peu en retard par rapport à ce que vous vivez en Martinique. Et ensuite, on aura donc un temps de pause où on vous distribuera également donc un petit questionnaire. J'y reviendrai dessus. Donc effectivement, on vient d'identifier, d'échanger un petit moment là sur un point clé, c'est l'échantillonnage d'études pour les enquêtes de perception. On a tendance à aller spontanément enquêter les personnes qui sont plutôt favorables à la réserve, plus difficilement celles qui ont un profil contraint d'opposants, etc. Parfois, on a tendance à ne pas aller chercher non plus ceux qui ne se positionnent pas, qu'on n'entend jamais, etc. Donc là, vraiment, c'est l'idée d'élargir le panel d'acteurs auditionnés, y compris d'aller chercher les acteurs que l'on n'entend pas, que l'on ne voit pas, mais qui sont très présents sur le territoire et actifs, peut-être pas dans la vie de la réserve. Voilà, donc l'idée là, c'est, j'ai quasiment terminé de dérouler la méthode francilienne. Donc vous voyez des éléments de représentation sur le positionnement des profils de perception. Donc ça, c'est issu d'un extrait d'enquête sur une des réserves. Donc on a croisé à la fois les types d'acteurs selon les catégories de nos cercles d'acteurs précédemment identifiés, avec les profils.
Et ça donne ce genre de représentation, c'est théorétique. Une autre représentation également, c'est visualiser les potentiels d'action. Parce qu'on peut aussi positionner comme ça les ressentis de nos acteurs interviewés sur des graphes à double entrée. Là, on a le facteur acteur qui a un pouvoir d'influence et puis acteur qui manifeste un intérêt pour la réserve. Donc voilà, il y a ce type de représentation qui permet de visualiser les leviers potentiels d'action avec ces acteurs locaux. Et pour chacune des 4 cases ainsi identifiées, des leviers d'action. Pour ceux, par exemple, qui manifestent beaucoup d'intérêt pour la réserve, mais qui, semble-t-il, sont plutôt peu influents, voilà, on va plutôt chercher à les informer. Pour ceux qui présentent beaucoup d'intérêt, sont très influents, on va chercher à les ravir. Voilà, bon, c'est assez simple, mais ça peut être des clés d'action pour celles et ceux qui souhaitent mettre le pied à l'étrier. Voilà, la dernière étape, très rapide, partager les conclusions du diagnostic, communiquer à toutes les étapes, depuis le lancement de l'étude diagnostique jusqu'à sa présentation, et avec des étapes intermédiaires, comme on a fait avec les Franciliens. Nous les avons impliqués dès le début pour élaborer ensemble le cahier des charges, fait 2 ou 3 séminaires pendant le projet, pour présenter les premiers résultats, les discuter, les confronter à la réalité du terrain. Et à partir de là, nous avons proposé des fiches pratiques qui reprennent toute la matière échangée avec les Franciliens. Donc, partager, échanger. En Ile-de-France, nous avons utilisé le mode vraiment participatif. Voilà. Et pour celles et ceux qui souhaitaient vous plonger dans les documents qui ont été produits, donc sont déjà en ligne le rapport global d'ancrage des 15 réserves franciliennes qui a été créé à ce moment-là, 2015-2016, les présentations d'ateliers, la thèse de Clara Terville. Donc pour resituer, Clara Terville était, quand elle a fait ce travail-là sur sa thèse, elle était en contracifre ARNF, et nous travaillions à l'époque avec 2 laboratoires de recherche. Clara travaillait avec 2 directeurs de thèse, Raphaël Matevet au CFCNRS de Montpellier et Fred Bioret à l'Université de Bretagne occidentale. Voilà. Donc la thèse de Clara avec 3 niveaux de lecture pour faciliter la prise de connaissance des documents de Clara. Et puis à suivre la mise en ligne du rapport de synthèse et de recommandation, les 3 fiches pratiques et les rapports des 2 études de cas qui sont encore en cours de finalisation, validation par les parties prenantes. Je vous remercie. Merci Natacha. Nolwenn, si tu veux dire quelques mots. Oui, donc moi je suis la conservatrice de la réserve des Coteaux de la Seine. Donc je fais partie des 2 réserves qui ont été étudiées de manière plus approfondie. Et donc, désolée, c'est pas très. Ouais, c'est. Ouais. En fait, je voulais revenir sur 2-3 points qui sont ressortis dans les différents témoignages et questions seulement. Notamment sur le panel d'échantillonnage dans l'enquête. Effectivement, c'est important d'avoir un nombre de personnes échantillonnées suffisant et surtout d'avoir bien identifié les catégories d'usagers, acteurs et autres personnes, types de personnes qui sont dans le contexte territorial. Pour essayer d'avoir un échantillon qui soit bien réparti. Ce qui s'est passé avec la presse, c'était un petit peu une phase test. Et puis, il y a eu aussi des manques liés au... En fait, on a eu une partie de l'échantillon qui n'a pas répondu. C'est aussi quelque chose qu'on peut avoir, c'est qu'on peut souhaiter auditionner des personnes, enquêter auprès d'elles, et puis elles refusent de s'exprimer. Faut pas l'oublier. Mais du coup, l'échantillon était un peu partiel. Il était déséquilibré. Il y avait certaines parties qui étaient trop représentées par rapport à d'autres. Donc il y avait, à mon avis, plus de personnes déjà partie prenante de la réserve qui étaient échantillonnées par rapport aux autres types d'acteurs, habitants et autres usagers.
et il n'y avait pas assez d'opposants, de profils contraints en fait recherchés dans l'échantillonnage. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des surprises des fois. On a des personnes avec qui on échange régulièrement. On pense que, d'après leurs réactions, elles ont une manière de voir les choses, et en fait, pas du tout. C'est d'où l'importance d'avoir un enquêteur neutre qui ne se présente pas au titre du gestionnaire ou de la réserve, parce que les personnes ne s'exprimeront pas de la même manière en face de nous qu'avec quelqu'un qu'elles estiment complètement extérieur. Et ça, on l'a vu, honnêtement. Donc c'est assez intéressant. Une petite chose aussi, ça peut paraître anodin, c'est une réserve qui était à ce moment-là assez récente. Et en fait, c'est un site qui est touristique à l'échelle locale. Donc en fait, connaître la réserve, c'était là que la notion était peut-être un petit peu délicate. Connaître le site, s'approprier le site. On était sur un site qui était connu et approprié, mais par le site en lui-même et pas par la réserve. La réserve n'était pas connue, mais le site, oui. Donc la différence entre les deux notions n'a pas toujours été facile du tout. C'est parfois délicat de faire la différence. Je ne sais pas s'il y a des... Non, merci pour ton témoignage. Je ne sais pas, on n'a pas le temps d'avoir des questions supplémentaires. Peut-être une question. Je vais me mettre debout et pas sur ma chaise. Donc moi j'ai une contribution quand même, parce que tout ça c'est très bien. Je pense qu'au terme de méthodo, ça a l'air d'être très rigoureux. Il y a de l'expérience de terrain, mais il manque quand même un élément important. Une citation de Nicolas Hulot qui citait Pierre Rabhi, c'est le PFH. Le putain de facteur humain. Il est où? Parce qu'on en a un petit peu parlé. L'impact d'un conservateur et d'une équipe de réserve sur l'intégration de la réserve et son ancrage territorial. Sincèrement, autant ça vaut le coup de faire ce travail-là parce que ça donne des données fiables, comparables entre réserves, mais le putain de facteur humain, c'est quand même lui qui doit dominer, et il doit trouver sa place dans les questionnaires. C'est-à-dire comment l'équipe de la réserve elle est perçue, comment le conservateur il est en lien avec les élus, avec la population, avec les guides, avec le contexte socio-économique local. La notion d'entreprise territoire qui a été chère à RNF il y a quelques années et sur laquelle il y a de la biblio, c'est ça quoi. Et il ne faut pas oublier ce facteur-là, c'est le principal. La réussite d'une réserve, elle peut naître d'un contexte global, et elle peut naître surtout des gens qui l'animent, d'abord. Mais je pense que ce que tu dis, Luc, fait écho aussi au fait que certainement en amont aussi de développer tous ces diagnostics sur les différentes réserves du territoire. Du coup, il faut aussi s'assurer que l'ensemble des équipes gestionnaires, des conservateurs et des équipes s'emparent eux-mêmes effectivement de cette notion et de l'importance de la notion d'ancrage territorial sur le territoire, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Je peux juste confirmer que la perception du conservateur, je peux dire qu'elle est remontée lors des entretiens. Parce que ça a été une des questions aussi qui est ressortie, je dirais, pas de manière formelle dans le questionnaire, mais qui est venue au fil des entretiens, que nous a relayé le prestataire. Et moi, ça m'a bien aidé, parce que j'avais déjà ma connaissance avec mes inquiétudes sur certains problèmes relationnels et de manière de fonctionner, je dirais, avec certains acteurs locaux, et qui ont été clairement confirmés par le retour de ces acteurs lors des entretiens. Donc, on n'a pas complètement zappé ce point-là, certes, mais on a quand même eu déjà une perception, un retour sur justement la manière de fonctionner du gestionnaire sur le terrain. Peut-être, Monsieur Oui, si vous voulez dire un mot avant la pause. Je ne vais pas monopoliser la parole, je pense que beaucoup de choses intéressantes ont été dites. En tout cas, j'étais très heureux de découvrir votre méthodologie, c'est très important. Enfin, je l'ai dit en commençant, il faut connaître sa clientèle. Donc, clientèle, c'est les usagers, ce sont les décideurs, les acteurs et tous les partenaires. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Depuis plusieurs années déjà maintenant, on a une nouvelle gouvernance en fait des espaces naturels, que ce soit une réserve ou un espace d'accueil du public. Je pense qu'il est important, quand on initie des grands projets, notamment des aménagements touristiques, d'associer justement tous ces partenaires au sein de comités de pilotage, comités techniques. Ça se fait de plus en plus, et je pense qu'on est obligé maintenant de passer par là, parce que tant qu'on
tant qu'on était les seuls à gérer, tant que c'était l'État, par exemple, il y a quelques dizaines d'années, c'était assez simple. En fait, on avait toutes les manettes. Aujourd'hui, donc, on a des oppositions qui sont parfois virulentes, hein, avec des multiplicités d'usagers, multiplicité d'acteurs, des conflits d'usage, etc. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à une nouvelle gouvernance des espaces naturels via les comités de pilotage, les comités de technique. Et ça se fait donc en Martinique depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je dirais. Il n'y a pas un nouveau projet en espace naturel, que ce soit porté par le Parc naturel régional, par le Conservatoire du littoral, par l'Office national des forêts, donc les trois principaux acteurs ici, soit gestionnaire des réserves, soit gestionnaire d'espaces naturels, sans qu'on passe par là. Merci pour cette première partie, pour les intervenants, pour vos réactions et questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est, bon, on est un peu en retard, hein, comme à chaque atelier, 15 minutes de pause assez rapidement. Juste avant que vous levez, j'ai 1 minute encore, on va vous distribuer un petit questionnaire qu'on vous invite à remplir en fin de séance, pour ceux qui sont intéressés avant de sortir, hein, après avoir écouté la seconde intervention de Anne Douard sur le plan de gestion. L'idée étant de mesurer donc l'intérêt, la compréhension que vous avez eue donc de ce travail-là et de voir si vous êtes intéressé pour essayer de l'appliquer dans vos territoires, de quel soutien ou pas vous aurez besoin, etc. Donc voilà, on vous invite à remplir ce petit questionnaire qui vous est distribué. Et donc on dit rendez-vous à 16h.